Place à l'information tout de suite et au journal Magazine. Steve Nadjer, bonjour. Bonjour Jaco, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'informations à suivre sur notre application et en vidéo sur Facebook Live. 3 titres à la une de ce vendredi 17 juillet. Le gouvernement israélien joue sa dernière carte avant le confinement total. Alors que les contaminations se multiplient dans le pays, de nouvelles mesures ont été annoncées hier soir, notamment la fermeture des restaurants hors livraison et celle des salles de sport à partir de 16h tout à l'heure. Hors de question pour certains restaurateurs. Détail et décryptage dans quelques secondes. Nouvelle cyberattaque contre Israël. Elles ont visé les infrastructures hydrauliques en Haute-Galilée, dans le centre du pays. Pas de dommages selon les autorités israéliennes qui regardent du côté de l'Iran, déjà responsable d'une attaque similaire à la fin du mois d'avril. Et puis des retrouvailles très attendues aujourd'hui pour les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne. Conseil européen en chair et en os et qui promet d'être tendu. Français et Allemands s'emploient à faire adopter un plan de relance sur fond de crise sanitaire et économique. Mais les États dits radins emmenés par les pays font de la résistance. On en parle dans quelques instants avec Gabriel Attal. Voilà pour les titres. 2 invités dans cette édition, le président du CRIF, Francis Khalifa, avec lequel nous reviendrons notamment sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur la mort de Jésus. Et puis, sans aucune transition, notre invité fil rouge cet après-midi, le rabbin israélien Raphaël Sadine. Radio J. Surtout éviter un nouveau confinement généralisé, c'est l'objectif principal qui a guidé hier soir le forum réuni par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour lutter contre la Covid-19. De nouvelles mesures ont été adoptées tard hier soir dans la nuit. Les premières restrictions entreront en vigueur à 17h, heure locale, 16h, heure française, un peu avant l'entrée de Shabbat, et ce jusqu'à dimanche matin. Concrètement, les Israéliens pourront continuer à circuler librement, mais les restaurants, les salles de sport, les centres commerciaux ou encore les piscines et les bibliothèques devront fermer. Les restaurants ne pourront proposer qu'un service de livraison alors que les réunions seront limitées à 20 personnes en espace ouvert et à 10 en espace clos, y compris pour les synagogues. Les Israéliens pourront peut-être provisoirement se consoler en profitant des plages qui resteront ouvertes en tout cas jusqu'au week-end prochain. Dans 3 semaines, nous aurons 1600 personnes dans un état grave si nous continuons sur cette voie sans nouvelles restrictions, a averti hier soir Benjamin Netanyahou. On écoute le Premier ministre à l'ouverture de la réunion du forum. אנחנו עושים כל מאמץ כדי להימנע מסגר כולל. אנחנו פועלים בקצב הקורונה, אין לנו הרבה ברירות. זה לא מצב רגיל, זה לא מצב שאנחנו יכולים לעשות את כל התהליכים האלה לאורך ימים. Nous faisons tous les efforts pour éviter un confinement général. Nous travaillons en fonction du rythme du coronavirus et nous n'avons pas beaucoup de choix. Ce n'est pas une situation normale. Ce n'est pas une situation qui nous permet de prendre des mesures pour quelques jours en espérant que les choses aillent mieux, a indiqué Benjamin Netanyahou. Des décisions qui ont accouché pour certaines dans la douleur, en dépit de convergences assez inattendues, à vrai dire, entre Benjamin Netanyahou et le Premier ministre suppléant Benny Gantz. Aujourd'hui, les responsables de l'opposition y vont de leurs commentaires acerbes. Des décisions bizarres, selon le chef du mouvement Israël Betenu, Avigdor Lieberman, un chaos complet, selon le chef de l'opposition à la Knesset, Yair Lapid, qui a écrit sur Twitter qu'un pays entier essaye de comprendre pourquoi les ministres ignorent les médecins et les économistes. Sur le plan sanitaire, il faut dire que le gouvernement n'avait pas d'autre choix que d'agir vite pour casser autant que possible les chaînes de contamination qui se forment désormais dans le pays de manière géométrique. Le dernier bilan est de 1814 nouveaux cas en 24 heures, soit plus de 25 000 malades en cours. 585 patients sont hospitalisés, dont 213 dans un état sérieux. 3 personnes sont décédées cette nuit des suites de la Covid-19, ce qui porte le bilan total à 387 victimes. La deuxième vague est bien là donc, mais elle s'installe dans un contexte économique bien différent de celui en cours au début du printemps, au moment du début de l'épidémie en Israël. Et beaucoup d'Israéliens n'en peuvent plus. Preuve en est, cet appel lancé aujourd'hui par plusieurs restaurateurs sur les réseaux sociaux. Ils annoncent qu'ils braveront les décisions du gouvernement, dont ils contestent la validité épidémiologique. Cela n'a aucun sens que les plages soient ouvertes et que les restaurants non, indique l'un d'entre eux sur Facebook. Une révolte sociale et économique en germe qui fait à nouveau la une des médias israéliens aujourd'hui. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Commençons par le Yediot Ahronoth qui en première page parle de bataille pour ou contre le confinement et qui a choisi de revenir en manchette sur la prime attribuée sans distinction aux Israéliens par le gouvernement. 3 millions d'Israéliens vont recevoir cette prime alors qu'ils n'en ont pas besoin, alors que des centaines de milliers d'autres sont dans un effondrement social le plus total. Le conseiller économique du Premier ministre, le professeur Avi Simchon, a expliqué la logique, selon lui, de cette mesure. Nous voulons que ces primes arrivent vite dans les comptes des Israéliens. Le seul moyen est de les verser à tout le monde sans distinction. Sur sa première page, le Yediot Ahronoth nous livre pas moins de 6 extraits des éditoriaux
canaux dominants de son édition du Shabbat. Sima Kadmon, elle aussi, n'a pas digéré l'annonce de cette prime à l'ensemble de la population israélienne. Selon elle, le Magic Touch de Benjamin Netanyahou s'est évaporé. Même les 6 milliards de shekels qu'il a sortis mercredi soir de son chapeau n'ont pas eu l'effet escompté. Et le public israélien est anxieux. Il sent une menace existentielle, pas seulement un trou dans son portefeuille. Les Israéliens veulent un véritable programme économique. Ils veulent un leader qui leur montrera clairement comment sortir de ce fossé. L'écrivain Meir Shalev écrit sur un ton acerbe: est-ce que Netanyahou n'aurait pas un faible pour les virements d'argent? Cela a commencé par les virements d'argent au Hamas, cela s'est poursuivi par les virements de ses arriérés d'impôts qu'il n'aurait pas dû payer dans son compte, et cela se termine donc par un virement d'une prime à tous les citoyens israéliens sans distinction. Mais ce qui manque chez Netanyahou, écrit-il, c'est du courage, c'est une vision, et en l'absence de ces qualités, l'argent tente de calmer les choses. L'écrivain Sami Michael écrit en s'adressant au Premier ministre: votre gestion de la crise est un échec patenté. Un accusé de corruption ne peut pas diriger le pays. Nous ne vous laisserons pas déterminer l'avenir de la société israélienne et de l'État d'Israël. Emouna Elon écrit toujours dans le Yediot Aharonot: tout le monde a perdu le contrôle de la situation, le gouvernement, l'opposition, les manifestants et la police. Et nous avons un goût amer dans la bouche. Tout n'est pas entre nos mains, mais de grâce, respectons ce qu'il est, à savoir les mesures de distanciation et le port du masque. Le Israël Hayom parle en manchette d'été de confinement et cite le Premier ministre qui affirme que les mesures sont indispensables pour lutter contre la propagation du virus. Dans le quotidien gratuit, Ran Reznik constate que la confiance du peuple s'est fissurée grandement parce que le ministère de la Santé ne parvient pas à expliquer pourquoi y a-t-il besoin d'un nouveau confinement alors qu'à la fin de la première vague, la situation d'Israël était l'une des meilleures au monde. Dans le Haaretz, Rogel Alper se penche sur le Premier ministre et écrit: lorsqu'un leader charismatique perd ses repères, cela se produit brusquement, comme on a pu le constater avec Binyamin Netanyahou au cours des derniers jours. Bonjour Rav Raphaël Sadine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau de Radio J, du journal Magazine de 14h. Monsieur le rabbin, vous arrivez d'Israël. Vous êtes, de par votre fonction, en contact de beaucoup de personnes au quotidien et des gens assez différents, j'imagine. Quel est le sentiment général qui prédomine en ce moment en Israël ? Il y en a plusieurs, mais le plus important, c'est ce sentiment qu'on est en train de perdre une vie qui était absolument libre, absolument ouvert à tous les horizons, à toutes les possibilités, à toutes les potentialités économiques, artistiques et même religieuses. Et donc, les gens ont l'impression d'être resserrés dans un étau où on leur interdit des choses. C'est tout à fait nouveau pour la jeunesse et même pour les plus anciens. Moi, j'ai pratiquement 60 ans, je n'ai jamais vécu ça, qu'on m'interdise d'aller à la synagogue, qu'on m'interdise d'aller à la plage, etc., etc. Donc, on a ici une restriction de liberté et surtout de perspective de liberté. Et ça, c'est très angoissant pour les gens, au-delà même de la peur de la maladie. Il y a une très grande incertitude qui pèse au-dessus de la vie de nombreux Israéliens. C'est au-delà de l'incertitude, ça c'est le deuxième aspect de l'incertitude, mais au-delà de l'incertitude, cet aspect c'est plutôt une sorte on a l'impression que le monde a changé, que nous sommes pris tous dans un destin commun qui nous dépasse et on voit très bien que les gouvernants, pas simplement en Israël, dans le monde entier ne savent pas très bien par quel bout prendre cette pandémie, et donc on a l'impression que des horizons de liberté, des horizons de plaisir, des horizons d'existentiel, de vie se ferment. Et ça provoque une profonde angoisse. Et la réponse que nous donnons à travers la Torah, c'est qu'au contraire, il faut être capable de positiver et de donner un sens positif à cette épreuve. Comment ? Par plusieurs voies. Un des axes les plus importants, c'est la notion de retrouver une vie qui n'est pas liée au divertissement. Ça veut dire une intensité existentielle, une intensité spirituelle, une façon de vivre, de penser, un rythme du temps qui me renvoie à des choses beaucoup plus essentielles que cette façon de court-circuiter la vie à partir de passer d'un divertissement à l'autre, que ça soit festif ou médiatique ou réunion d'amis, etc. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, au contraire, cette période m'a permis de me recentrer autour de ma famille, autour de moi-même, autour de la lecture, autour de choses que j'avais oublié de faire. Et donc, dans le monde de la Torah, c'est quelque chose qui peut être tout à fait positivé. Il y a aussi, bien sûr, la remise en question. Moi, je vois d'un œil tout à fait presque triste, mais en même temps, bien sûr, il y a toujours l'espoir.
Est-ce que Dieu ne nous ferme pas les synagogues? Vous avez dit 10 personnes en synagogue. Les kolélim sont en train de souffrir terriblement. Les yeshivot, mes enfants qui sont yeshivot, sont exclus des yeshivot, ils étudient dans mon collège. On est dans une... Rav Sedin, avant de parler de cette question du sens sur laquelle on reviendra tout à l'heure, tout à l'heure, un mot sur cette vie religieuse justement et cultuelle qui est particulièrement perturbée. Donc 20 personnes autorisées dans un espace ouvert pour certains offices et 10 en espace clos. Comment s'est réorganisé ces dernières semaines, ces derniers mois et pour les semaines à venir, cette vie intense? C'est un cataclysme. Quand on connaît le monde des yeshivot, et le monde de l'étude, qui est un monde où il y a des centaines de personnes qui sont ensemble, qui discutent, qui s'interloquent, qui échangent. Et l'ambiance fabuleuse du feu de l'étude est éteinte. Un minyan de 10 personnes, c'est triste. C'est jamais triste un minyan, mais ça n'a aucun rapport avec les minyans qu'on a l'habitude d'aller. Et je vous parle pas en plus des yeshivot et des kolélim, des lieux d'étude. À 10 personnes, 20 personnes, ça veut presque plus rien dire. Donc on est dans quelque chose. On a aussi un désastre pédagogique au niveau des institutions talmudiques pour les adolescents et pour les jeunes adultes. C'est-à-dire moi, je vois mes enfants yeshivot, ils n'ont plus d'yeshiva. Les yeshivas est fermé parce que c'était immense yeshiva de 1000 étudiants, comme les universités d'ailleurs. Et donc, ils se retrouvent presque à la rue, donc ils viennent étudier dans des colonies, mais c'est jamais pareil. Il n'y a pas une prise en charge pédagogique par des professeurs, etc., etc. Donc, on est... C'est une crise finalement qui va laisser des traces sur le long terme, indépendamment des questions économiques. Oui, des traces très profondes, parce que le côté positif, c'est que chacun va se retrouver avec le questionnement, est-ce qu'il peut tenir tout seul sans béquille sociale? C'est-à-dire qu'on a un monde de la Torah en Israël extraordinairement développé, je ne sais pas si vous le connaissez sûrement, extraordinairement développé, peut-être un moment historique depuis 20 ans, 30 ans, qui a peut-être jamais eu lieu dans l'histoire d'Israël, peut-être depuis Cheskiaou, où il y a des centaines de milliers de personnes qui étudient la Torah, mais ça s'accompagne d'une vie culturelle, mais aussi d'une vie sociale très très forte, avec des reconnaissances sociales, avec des cours, avec toutes sortes. C'est un monde. Ce monde actuellement est en train de complètement s'effriter, de s'effondrer. J'espère pas pour très longtemps. Mais encore une fois, le point positif, vous savez que Yaakov, c'est Yud Kov. Yud, c'est le futur, Kov, c'est la mort. Le juif est toujours celui qui est capable de donner un futur à ce qui est donné pour mort. On a annoncé la mort d'Israël depuis 4000 ans, on est toujours là, parce que justement, le peuple juif tout ce qui ne le tue pas le rend plus fort. Donc il est toujours capable de transformer un malheur en espoir, toute malédiction en bénédiction. Donc le point fort de cette épreuve, c'est effectivement, on va être obligé chacun de tenir tout seul. De tenir seul dans sa pratique de la Torah, dans son étude de la Torah, dans sa prière. Donc bientôt, je pense qu'on va prier tout seul aussi dans les maisons, comme ça a été dans le confinement. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu vaux quand t'as pas le regard de l'autre, quand t'as pas l'organisationnel autour de toi, quand t'as pas quelqu'un pour te dire quoi faire, quand t'as pas les rabbinim, quand t'es seul. Et donc ça, c'est une chance extraordinaire, au moins de lucidité. De dire, c'est un défi et une chance. C'est un défi et une chance. On va y revenir tout à l'heure avec vous, Rav Sedin. Merci encore d'être avec nous. On continue à évoquer cette crise économique qui sévit en Israël et qui alimente un discours inédit un discours critique inédit contre le pouvoir de Benjamin Netanyahou. On écoute l'analyse ce matin du sociologue Shmuel Trigano. Il répondait depuis Israël aux questions de Laurence Kahn. Il faut bien comprendre que les 830 000 chômeurs n'ont pas de liquide dans leurs mains, puisqu'en fait, ce sont des gens qui travaillent dans la restauration, dans l'événementiel, etc. Ils n'ont pas de quoi faire face, de quoi aller acheter de la nourriture. Et on nous montre à la télévision des gens qui ouvrent leur frigidaire vide en se lamentant, en se plaignant, etc. C'est une situation qui est vraiment très exigeante, et j'espère, il faudrait que apparaisse un homme d'autorité, si l'on peut dire. Mais aujourd'hui, Netanyahou jouait ce rôle, il semble ne plus pouvoir véritablement le jouer dans ce cadre politique. Shmuel Trigano. Les appels aux manifestations qui continuent en Israël ce week-end, malgré les restrictions de mouvement et de rassemblement, plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées hier soir devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem, dans un climat néanmoins nettement plus calme que 2 jours plus tôt. Si la majorité reste silencieuse, certains secteurs choisissent désormais de descendre dans la rue. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine.
Qu'elles soient de protestation, de revendications corporatistes, sectorielles ou idéologiques, les manifestations sont redevenues le baromètre de la société israélienne qui se répartit aujourd'hui entre ceux qui descendent dans la rue et ceux qui restent chez eux. Quoique sur ce point, il faille ajouter ceux qui justement veulent sortir de chez eux. Ceux-là, ce sont les juifs ultra-orthodoxes dont les quartiers ont été reconfinés dans plusieurs villes, dont Jérusalem. On les a vus se heurter aux forces de l'ordre pour protester contre les mesures qui les visaient, alors que les quartiers voisins, habités par des populations moins ou pas religieuses, continuaient à fonctionner normalement. Les manifestations dans le secteur Haredi n'ont rien d'exceptionnel. D'ordinaire, elles visent seulement le gouvernement, mais cette fois, et c'est nouveau, elles s'adressent aussi à leurs propres représentants politiques qu'ils accusent de ne pas défendre leurs intérêts. Les manifestants corporatistes, ce sont ceux des différents secteurs de l'économie touchés de plein fouet par les effets de la crise sanitaire. Il y a les travailleurs indépendants qui se retrouvent beaucoup plus vulnérables que les salariés, que ce soit pour leurs revenus ou pour leur protection sociale. Il peut s'agir d'auto-entrepreneurs, de commerçants, d'artisans. Ce sont ceux-là que l'on a vu commencer à manifester depuis quelques semaines. Des protestations qui se sont organisées dans des cadres plus ou moins structurés, mais avec des revendications claires. Ils attendent des mesures du gouvernement pour protéger leur activité ou au moins pour garantir leurs revenus tant que l'activité ne peut pas reprendre ou tant qu'elle est insuffisante. Et puis, il y a aussi les professions en première ligne, comme les travailleurs sociaux ou encore les infirmiers qui ont lancé un mot d'ordre de grève. Plus ou moins spectaculaires, leurs manifestations sont celles de populations souvent à bout de nerfs, ce qui explique qu'elles se heurtent souvent aux forces de l'ordre. Et puis, il y a les manifestations qui avaient débuté avant l'épidémie de Covid, mais qui restent d'actualité. Celles-là sont idéologiques, qu'on les appelle les drapeaux noirs ou les anti-bibistes. Ils protestent depuis des mois contre la corruption politique et réclament la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui, selon eux, a perdu sa légitimité à gouverner depuis qu'il a été mis en examen. Leurs manifestations restaient très organisées, canalisées, souvent le fait d'un public d'âge mûr, bourgeois et plutôt ashkénaze et laïque. Mais mardi soir à Jérusalem, lors du rassemblement devant la résidence du Premier ministre, c'est un nouveau public qui les a rejoints, principalement des jeunes. Leur protestation est évidemment d'ordre politique, mais aussi social, dans la mesure où ces jeunes de 25-35 ans sont aussi la tranche d'âge la plus fragilisée par la crise. Derniers embauchés et premiers licenciés, étudiants en CDD qui ont perdu leur emploi dans la restauration ou l'hôtellerie, célibataires ou jeunes couples qui ne peuvent plus faire face aux dépenses et dont certains retournent vivre chez leurs parents. Si ceux qui ont manifesté à Jérusalem et qui vont recommencer dans les jours qui viennent sont politiquement à gauche, si partie de ceux qui accusent le gouvernement d'être déconnecté de la réalité, et c'est probablement le point commun de tous les Israéliens qui descendent aujourd'hui dans la rue. Si les questions sanitaires et économiques dominent l'agenda israélien, vous l'aurez bien compris, la sécurité n'en est pas moins absent. Bien au contraire, selon le Yediot Aharonot, 2 nouvelles cyberattaques ont été menées ces dernières semaines contre des infrastructures hydrauliques du pays. Des pompes à eau agricoles en Haute-Galilée ont été pris pour cible. Pas de dommages constatés néanmoins par les autorités. Une opération cyber qui rappelle une autre cyberattaque menée en avril dernier par l'Iran. Une attaque qui visait à l'époque à augmenter le niveau de chlore dans les systèmes aériens d'approvisionnement en eau. Depuis, plusieurs sites liés au programme militaire et nucléaire iranien ont connu plusieurs explosions dans de possibles actions de représailles israéliennes. 14h19, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite du journal magazine. Vous êtes bien sûr Radio J, à tout de suite. Actualité en France maintenant, Jacob. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Steve. Les signes d'une deuxième vague épidémique du coronavirus se multiplient un peu partout en France. En Bretagne, en Provence-Alpes, Côte d'Azur, l'indice R0 mesurant le nombre de personnes contaminées par un malade est passé dans le rouge, comme à La Réunion. Le taux de reproduction du virus s'élève désormais à 2,6 alors qu'il oscillait entre 0,9 et 1,2 les jours précédents. Ce chiffre est inquiétant et signifie une reprise de l'épidémie, a déclaré ce matin sur BFM TV le professeur Eric Combe, chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, et 95 clusters sont recensés dans l'Hexagone. L'Agence nationale de santé pointe 4 départements en état de vulnérabilité, dont la Mayenne et la Gironde. En France, la pandémie a fait 30 138 morts au total. Et en cette veille de nouveau week-end de départ en vacances, Gabriel, les appels à la prudence se multiplient. Le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebari, a rappelé que le virus circulait encore un peu par cluster. Il était en déplacement sur une autoroute ce matin. Le ministre a invité les usagers de la route et vacanciers à respecter les gestes barrières. Le
Le virus circule encore un peu, par cluster comme on dit, et qu'il faut que collectivement nous restions vigilants pour les vacances. Et puis évidemment, sécurité sanitaire pour les usagers de la route qui, vous le savez, mais cela a été répété à l'envi au gré des différents plateaux, doivent garder les bonnes habitudes de se masquer dans les lieux publics. Vous savez que c'est une mesure maintenant qui va entrer en vigueur, de se laver les mains et puis évidemment de garder ses distances tant que faire se peut pendant l'ensemble des activités. Le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Gabriel, certains experts scientifiques appellent désormais l'État à accélérer sur les mesures de prévention. C'est le cas de Philippe Juvin, maire Les Républicains de la Garenne-Colombes et chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Invité de CNews ce matin, il a proposé de tracer toute personne arrivant sur le territoire national en prenant son numéro de téléphone. Le chef urgentiste se dit aussi très surpris par l'accueil des voyageurs dans les aéroports. Il s'étonne qu'ils doivent remplir une attestation sur l'honneur dans laquelle ils disent ne pas avoir de symptômes. Selon Philippe Juvin, cela ne veut rien dire, rappelant qu'on peut être asymptomatique mais contagieux. Et sur les tests, quels sont les chiffres ? Le Premier ministre avait dit, il y a un mois et demi, on va tester 700 000 personnes par semaine. Là, on est à la moitié. Alors pourquoi ? D'abord, c'est vrai, comme il y a moins de cas, les gens ont envie de moins se tester. Mais il y a aussi un élément sur lequel on pourrait agir. Les pouvoirs publics doivent faire quelque chose. C'est qu'il faut aller tester là où les gens sont. Je veux dire par là que qu'on aille tester sur les lieux de travail quand ils travaillent, qu'on aille tester sur les lieux de vacances quand ils sont sur les lieux de vacances, qu'on aille tester en porte-à-porte. Je pense que les pouvoirs publics n'ont pas encore pris la mesure, il serait temps pourtant, de cette très importante mesure qui est le test. Parce que si vous ne testez pas la population, vous êtes aveugle, vous êtes comme un somnambule là. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous ne savez pas où on en est. Et j'ajoute par ailleurs que le gouvernement a repoussé la réforme des retraites au moins jusqu'à la fin de l'année. La priorité des priorités désormais, c'est la lutte contre la crise. L'emploi a annoncé à midi le Premier ministre Jean Castex. Merci Gabriel. Encore un mot de politique, cette fois de politique européenne avec vous. Les dirigeants de l'Union se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour un sommet consacré à la relance économique du continent pour faire face à la crise sanitaire. Les négociations entre les 27 États membres s'annoncent difficiles car le plan de 750 milliards d'euros ne fait pas l'unanimité. Il se décomposerait en 250 milliards de prêts et 500 milliards de subventions qui n'auront pas à être remboursés par les pays bénéficiaires. Merci Gabriel. Et nous sommes maintenant en ligne avec le président du CRIF. Bonjour Francis Khalifa. Allô ? Oui, bonjour Francis Khalifa. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre cet après-midi. On va évoquer avec vous dans un instant les commémorations de la rafle du Veldiv. Mais un mot d'abord, Francis Khalifa, avec vous à propos des déclarations de Jean-Luc Mélenchon mercredi sur BFM TV. Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qu'il y a mis, paraît-il. Ce sont ses propres compatriotes, avait affirmé le leader de la France insoumise. Est-ce un peu plus qu'un dérapage ? Écoutez, depuis la déclaration de Nostra Aetate en 65, donc il y a près de 55 ans, on pensait en avoir fini avec ce vieux poncif antisémite du peuple déicide. Mais je crois que c'était sans compter avec Jean-Luc Mélenchon qui vient à nouveau réveiller cette vieille haine, qui a été la cause de la persécution des Juifs depuis le Moyen-Âge et jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc c'est ou non, c'est pas un dérapage parce que je crois que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un de cultivé, d'intelligent. Mais il est néanmoins coutumier du fait de ce genre de dérapage, Francis Khalifa. Non, mais c'est pour ça que je vous disais que c'est pas un dérapage. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas un dérapage. Je pense qu'il a voulu encore une fois faire passer un message sans l'édulcorer d'ailleurs, puisque ça a été très clair et on a vu qu'il y a eu quelques réactions quand même pour condamner, même si je regrette que la classe politique dans sa totalité n'ait pas condamné ce propos qui est un propos antisémite, puisqu'on ne peut pas, alors je dis pas à travers ça que Mélenchon est antisémite, il va s'en défendre, il va nous sortir toutes les déclarations qu'il pourra pour nous dire qu'il n'est pas antisémite. En tout cas, s'il n'est pas antisémite, il véhicule des thèses et des théories antisémites, et c'est au moins aussi grave. Nous commémorons depuis hier le souvenir de la rafle du Veldiv de juillet 1942. Marine Le Pen a salué jeudi soir la mémoire des victimes de la rafle, dénonçant l'antisémitisme et, je cite, les nouveaux prêcheurs de haine qui s'en prennent à nos compatriotes juifs. En 2017 pourtant, pendant la campagne présidentielle, elle avait affirmé que la France n'était pas responsable du Veldiv. Comment vous réagissez à ces dernières déclarations ?
C'est la contradiction aussi qu'il y a chez Marine Le Pen et au Rassemblement national où on a un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire que on oscille entre la condamnation de certains actes et puis on rappelle finalement aussi que finalement c'est pas la responsabilité de la France. Donc tout ça pour moi me paraît très compliqué en tout cas et ça s'inscrit, j'ai le sentiment en tout cas que ça s'inscrit dans cette campagne électorale 2022 présidentielle qui se profile déjà et où chacun commence à chercher son électorat. Alors écoutez, qu'elle ait déclaré c'est bien, on peut pas lui reprocher de déclarer ce qu'elle a fait. Elle n'a pas évolué sur la question selon vous? Je ne sais pas si elle a évolué parce que entre 2017 et 2022, il semblerait qu'il y ait une évolution. Et 2020, pardon, il semblerait qu'il y ait une évolution. J'espère que demain ou après-demain, nous n'aurons pas une nouvelle évolution dans l'autre sens. Et puis surtout que si vraiment il y avait évolution, que cette évolution aille jusqu'au bout, car nous savons aussi que ce qui nous sépare, ce qui nous différencie du Front National et du Rassemblement national aujourd'hui, ce n'est pas que cette propension à l'antisémitisme que pouvait avoir ce mouvement ou que peut avoir ce mouvement, mais c'est aussi tout ce qui est xénophobie, rejet de l'autre, etc. Donc que ça aille jusqu'au bout et que surtout que ça tienne dans le temps, parce qu'on est habitué à des déclarations et à des revirements, donc on attend de voir. Merci beaucoup Francis Khalifa d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes le président du CRIF. Bon après-midi et Shabbat Shalom. Shalom. Rav Sadine, on vous retrouve pour la deuxième partie de ce journal. Cette crise de la Covid-19 inquiète, mais elle interroge aussi. Vous avez évoqué tout à l'heure brièvement la question du sens. Certains intellectuels, pour ne pas les citer, notamment Bernard-Henri Lévy, a expliqué qu'il était inopportun de chercher un message à travers le Covid-19. La question du sens ne se posait pas forcément, ou en tout cas, voire même pas du tout. Est-ce qu'un rabbin peut partager cette idée? Non, pas du tout. Il a raison, Bernard-Henri Lévy, quand il dit qu'il faut il ne le dit pas, mais nous pouvons en écho répondre qu'il faut se méfier de lecture superstitieuse en première instance d'un événement contemporain. Il faut toujours s'en méfier, mais ça c'est valable pour tous les événements contemporains. Ceci dit, cette volonté de vouloir neutraliser le sens c'est très très philosophe ça, de vouloir que le sens soit dans le monde éthéré des idées et que la vie n'est pas un événement de vérité, c'est très grave d'un point de vue philosophique, enfin en tous les cas d'un point de vue de la Torah. La Torah nous dit qu'il n'y a pas d'événement innocent. C'est pour ça que nous avons toujours été contre la notion du silence de Dieu, à la Shoah. Bien entendu qu'on ne peut pas comprendre la signification de la Shoah. Mais il faut savoir qu'il y en a une. Il y en a une divine qui nous dépasse complètement. On ne pourra jamais comprendre la justification théologique de 2 millions d'enfants morts dans les camps d'extermination. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une absurdité divine? Dieu préserve. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dépasse complètement notre entendement, mais qui est de l'ordre de l'intelligible divine, que un jour peut-être on comprendra. Et dans la crise qui nous concerne, est-ce qu'il faut tout du moins entamer ce travail de réflexion, d'interrogation? Mais bien sûr. Moi je pense que l'idée principale, le message principal, encore une fois, ce n'est pas une description en premier instant de ce qui se passe, ni de déceler une volonté de Dieu derrière des événements de crise sanitaire. Il s'agit pour nous de l'occasion d'une réflexion face à un événement. Chaque événement a une dimension d'événement de vérité. Et l'idée, elle est très simple. L'idée, elle est dite dans les textes d'ailleurs. C'est que, à un moment donné, quand l'homme essaye de maîtriser la vie au sens où le monde est façonné à l'image du besoin de la consommation humaine, où il n'y a plus d'indisponibilité de la vie, il n'y a plus de ligne de fuite spirituelle, poétique, divine dans la vie, et que la vie est instrumentalisée comme centre d'exploitation pour le divertissement universel, la consommation universelle, la vie se venge. La vie se venge, et c'est elle se venge, elle échappe au contrôle humain. Et c'est quelque chose qui est... On voit très bien... Est-ce que ça recoupe également, il nous reste quelques secondes, mais cette question aussi de l'exploitation abusive de la nature qui elle aussi se vengerait aujourd'hui? Complètement, le réchauffement climatique. Vous savez qu'il y a des centaines, les gens ne le savent pas, peut-être même des milliers, en tous les cas des centaines de lois écologiques dans la Torah, mais pas simplement par souci écologique, parce que l'écologie est un rapport au divin. L'écologie, le rapport à la terre est un rapport du respect de ce qu'on appelle l'indéterminé, quelque chose qui n'est pas l'indisponibilité de la vie, qui ouvre à un horizon poético-spirituel qui
qui montre que nous sommes dans une fragilité existentielle qui en donne toute sa beauté. On voit très bien que le corona a montré la fragilité. Les gens ont l'habitude de croire que l'économie, la société, le sociétal, c'est ce qui est solide. La spiritualité, c'est des doux rêveurs, des fables. Le corona a au moins le mérite de montrer que tout ce système est d'une incroyable fragilité. Et que ce qui reste éminemment fort, c'est le sens et la puissance de la vérité. Et ça, on ne va pas y échapper. C'est exactement ce genre d'horizon conceptuel, cet axe de réflexion qu'il faut avoir lors d'un événement comme ça. Merci beaucoup, Rav Saadine, de nous avoir accompagnés cet après-midi. Je rappelle à nos auditeurs le titre de vos derniers livres, Hagim, dont on lira les explorations dans les prochaines semaines à l'occasion des fêtes de Rosh Hashanah notamment, un livre écrit et composé avec Frédéric Brenner, et Le Verbe et la lumière, dont nous avions déjà parlé à cette antenne, paru au printemps, je crois au début du printemps ou à la fin de l'hiver, aux éditions du Sera bientôt, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. La météo maintenant pour conclure cette édition. Bonjour Alexandra Salidou. Quelles sont les températures aujourd'hui en France ? Alors aujourd'hui en Ile-de-France, quelques passages nuageux avec 26 degrés cet après-midi à Paris. Ce vendredi, le ciel français sera partagé entre nuages et éclaircies. Strasbourg sera sous la pluie avec 24 degrés. Un ciel gris également dans la vallée du Rhône avec 27 degrés à Lyon. Du soleil tout de même du côté de Deauville avec 21 degrés cet après-midi. Bordeaux est sous les nuages aujourd'hui avec 28 degrés. Un temps tout de même plus clément sur la Côte d'Azur avec 26 degrés à Cannes, 27 à Nice et 33 à Marseille. Et qu'est-ce qui nous attend pour ce week-end ? Eh bien Steve, demain des températures particulièrement estivales sont attendues dans l'Hexagone avec 29 degrés à Paris, 26 à Nice, 27 à Juan-les-Pins et 30 degrés du côté de Toulouse par exemple. Un climat qui annonce un magnifique week-end d'été puisque la grisaille sera chassée par un très beau soleil partout en France. Et un mot du mercure en Israël maintenant ? Eh bien en Israël, pas un nuage à l'horizon Steve, avec 31 degrés à Jérusalem et Tel Aviv cet après-midi. Du soleil également à Netanya et Ashdod avec 30 degrés et 39 degrés à Eilat. On n'est pas prêt d'en profiter. Merci beaucoup Alexandra pour cette météo. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h avec le flash qui vous sera présenté par Gabriel Attal. Bel après-midi à l'écoute de Radio J. Tout de suite, retrouvez l'édito de Serge Agenberg suivi de l'émission Amerad présentée par Nelly Cohn. Shabbat Shalom. Portez-vous bien.